Super Coupe colonel Assimi Goïta Koulikoro 2023. Au-delà du terrain, c'est aussi l'humanitaire. Cette journée de mardi repos pour les équipes a été une occasion de prêter main forte à 200 familles vulnérables. La donation s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. 83 tonnes de vivres au profit de 364 ménages de Ber dans la région de Tombouctou, une donation du commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Le geste est hautement salué par les populations. Les gouverneurs des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala se concertent à Sikasso. Au menu de la rencontre, les préoccupations des services techniques des trois régions. Ce cadre d'échange est soutenu par Merci Corps à travers son projet Beni Bassiki. Mamoutou Touré d'Ibavier, réélu par les acteurs du football malien à la tête de la Fédération malienne de football ce mardi. Seul candidat en liste, Mamoutou Touré garde son fauteuil avec 61 voix sur 80. Pour nous, chacun compte. Bonsoir à vous. Merci et bienvenue dans ce 20h. Le président de la transition a promulgué hier le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier en République du Mali. Leur application vise l'amélioration des conditions de vie des populations et au-delà, le développement durable du pays. Que disent ces deux textes et quelles sont les innovations majeures? Le ministre de l'Économie et des Finances répond aux questions d'Ibrahima Traoré. Beaucoup d'innovations. D'abord, nous avions des codes qui donnaient une durée d'exploitation de plus de 20 ans. Aujourd'hui, le code a séparé. On a un permis d'exploitation et un permis de recherche. Le permis de recherche, vous l'avez pour 3 ans et il peut être renouvelé 3 fois. Et une fois que les recherches sont concluantes, on vous donne un permis d'exploitation pour 12 ans, y compris 2 ans pour l'installation de la mine. Ce qui fait que la stabilité financière, c'est uniquement sur 10 ans et non sur 20 ans ou 30 ans. Le deuxième aspect, c'est d'abord le niveau de participation de l'État. L'État participe à 30%, plus 5% pour le secteur privé, ce qui fait 35%. Deuxièmement, le mode de calcul de la participation de l'État a fortement changé. Le véhicule également de la participation a changé. Ce n'est plus qu'il faut que l'État écrive ou bien qu'il décide. Maintenant, tout le monde sait aujourd'hui, à partir de ce code, que la SOREM va porter toutes les acquisitions d'actions au niveau des sociétés minières et va maintenant les redistribuer soit aux sociétés privées ou à l'État ou les conserver pour le compte de l'État. L'autre chose, c'est les exonérations. L'exonération va se limiter uniquement à la phase de recherche. Dès que vous voulez exploiter, vous n'avez plus droit à l'exonération. Et nous savons que par an, c'est bon an, mal an, 60 milliards sur les produits pétroliers. Donc si on regarde sur les équipements et autres, c'est vraiment des montants assez importants que l'État perd chaque année sur les exonérations. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les super profits. Une société minière vient pour exploiter un produit. Il décide d'exploiter de l'or et entre-temps, il trouve du diamant ou de l'argent. Cette substance nouvelle qu'ils exploitent vient en supplément. Et aujourd'hui, on a dit toute substance supplémentaire qui est produite et qui atteint un seuil, c'est un super profit qui est taxé, le chiffre d'affaires, je dis bien, est taxé à 50% par l'État. Le reste des 50% revient à la société. Sur le contenu local, d'abord, il n'y avait pas une loi sur le contenu local. Donc c'est la première fois qu'on écrive une loi sur le contenu local. La deuxième chose, on a défini ce que c'est que le contenu local. Ça, c'est extrêmement important. La troisième chose, on a défini ce que c'est qu'une entreprise locale. C'est une entreprise qui est détenue à 51% par des Maliens. Ce qui fait que dans le contenu local, on a dit que toute activité de sous-traitance des mines doit être donnée à des sociétés, des entreprises locales. Au-delà de ça, le personnel. On a dit que dans les sociétés minières, il faut qu'il y ait au moins 90% du personnel local pendant les 5 premières années. Et puis au-delà, chaque année, il faut que ça se réduise. On a pris non seulement un pourcentage sur l'effectif, mais également un pourcentage sur les rémunérations. Parce que souvent, pour 5 personnes, vous allez trouver qu'on a 80% du revenu qui est détenu par des étrangers qui ne représentent que 5%. Donc on a non seulement fait un ratio sur le revenu, mais on a fait également
un ratio sur l'effectif, ce qui veut dire que vraiment, c'est les Maliens qui vont réellement travailler dans ces sociétés. Au-delà de ça, on a créé 2 nouveaux fonds. Dans le code de 2019, on avait 3 fonds, aujourd'hui on en a 5. Un des fonds les plus importants, c'est le fonds de recherche, de formation et de renforcement des capacités du secteur des mines. Donc on a décidé de mettre 0,50% du chiffre d'affaires des sociétés minières pour renforcer vraiment l'institution qu'est le secteur minier. Donc tout ce qui est cadastre, DNGM pour le contrôle, la surveillance, etc. Donc vraiment ce qui est un élément extrêmement important, c'est dans ces fonds qu'on va même faire la création de l'école des mines. Le deuxième fonds qu'on a créé, c'est 1% du chiffre d'affaires. On vient de voir que le chiffre d'affaires de 2021 était de 2000 milliards, environ 2000 milliards. Donc ce qui veut dire que 1% fait 20 milliards. Donc ce fonds est ce qu'on a dédié pour les infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport. L'autre chose que je voulais également dire, c'est le compte séquestre. Chaque mine, dès que vous êtes mis en production, vous devez mettre un pourcentage de votre chiffre d'affaires chaque année pour préparer la réhabilitation et la fermeture de la mine. Le troisième fonds qui existait mais qui a été touché, c'est le fonds de développement local. C'était un fonds qui était abondé à hauteur de 0,25, qu'on a ramené à 0,75. C'est pour vraiment permettre le développement local. Un aspect aussi de ce code, c'est les sanctions. On a vu qu'il y avait peu de sanctions dans le code de 2019. Il y a également un aspect important dans le code, c'est la surveillance et le suivi, le contrôle de l'activité minière. Le cadastre aussi va être revu parce qu'on a prévu des zones qu'on appelle des zones stratégiques. L'État peut décider que voilà telle zone, elle est très aurifère ou elle est très diamantifère. Je vais décider de garder ça pour les générations à venir. Donc personne ne peut donner des permis sur ces zones. Le chef du gouvernement a reçu hier une délégation de la coordination des chefs du village de la région de Bougouni et des cadres ressortissants de la localité. Les membres de la délégation du Bani-Monetier ont remercié le Premier ministre pour les efforts consentis dans le cadre de l'autonomisation de leur région. Écoutons le vice-président de la coordination des chefs du village de la région de Bougouni, El Hadji Sekouba Kouyaté, au micro de Alousseni Touré. C'était très important pour nous de la coordination de la chefferie et légitimité traditionnelle de Bougouni de venir remercier M. le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, pour tout l'effort que son gouvernement a fourni pour la nouvelle région de Bougouni, notamment à travers la construction de notre vestibule. Et vu les réalisations qui sont en train d'être faites à Bougouni, et notamment il y a le gouvernorat qui est en chantier, il y a le camp militaire aussi qui est en chantier, et tous ces efforts méritaient d'être salués, et ce qui nous a amené à être reçus par M. le Premier ministre. M. le Premier ministre nous a chaleureusement accueillis. Il a pris en compte les doléances que nous lui avons présentées et en retour, il nous a remerciés, il nous a félicités, il nous a demandé de faire des bénédictions et d'accompagner les efforts du gouvernement pour en tout cas une bonne réussite et que le Mali soit un pays fleuron parmi tant d'autres. Le président du Conseil national de transition a reçu ce matin 2 personnalités. Il s'agit de Madame le médiateur de la République et le chef de la MINUSMA, Sanogo Aminata Malé, était venu remettre au président Malick Diaw une copie du rapport annuel 2022 de son institution. Avec El Razim Wan, il a été question du retrait de la MINUSMA du Mali. Les comptes rendus de ces 2 audiences avec Modibo Mariko. Après le président de la République, c'est au tour du président du CNT de recevoir le rapport annuel 2022 du médiateur de la République. Un rapport bilan des activités menées par l'institution et qui contient 270 dossiers de réclamation, 334 d'interpellations relatives aux litiges fonciers et domaniaux, des demandes de régularisation des situations administratives, entre autres. La remise de ces rapports est ainsi faite conformément au texte de création de l'institution. Les textes qui créent le médiateur de la République, disent qu'en fin d'année, le médiateur de la République doit remettre au président de la République et au président de l'Assemblée nationale le rapport de ses activités. L'utilité de la remise de ce rapport, c'est qu'on attire l'attention des plus hautes autorités sur les différents dysfonctionnements de l'administration
et nous faisons des recommandations pour améliorer la gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Conformément à la résolution 2640, l'aménagement entame son retrait dans notre pays. Un retrait qui s'apprête à rentrer dans sa seconde phase, mais non sans difficulté. J'ai évidemment parlé de la première phase du retrait de l'aménagement qui a été parachevé avec le retrait des bases de Menaka, de Ber et Gundam dans la région de Tombouctou, ainsi que de la base temporaire d'Ogosagou dans le centre du Mali. Nous allons maintenant entamer la deuxième phase du retrait qui va concerner nos bases dans l'extrême nord malien, ainsi que deux autres bases dont nous disposons à Douenza et à Mopti, et d'une autre base à Ansongo dans l'est du Mali, avant de nous regrouper à Tombouctou, Gao et Bamako, où nous allons garder certains équipements en attendant qu'ils soient rapatriés dans leur pays d'origine. Et cela se fera pendant la phase de liquidation. Tout ce qui n'aura pas pu être rapatrié en termes d'équipement pendant d'ici au 31 décembre, le sera pendant la phase de liquidation qui commence le 1er janvier 2024. J'ai évidemment indiqué que nous sommes déterminés à respecter le délai qui a été convenu et que notre retrait, évidemment, se fasse aussi dans des conditions qui permettent de faciliter le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Les chefs de l'aménagement étaient donc venus faire le point de la situation. Un travail colossal, a-t-il fait savoir, qui demande l'implication et le soutien de part et d'autre. Les membres de l'organe législatif du Parlement burkinabé continuent leur séjour dans notre pays. La délégation a eu ce matin une séance de travail avec les membres de la Commission des affaires étrangères des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine. Et dans l'après-midi, les membres de la Commission défense et sécurité nationale du CNT. Les deux rencontres visaient à partager les expériences réciproques sur les pratiques parlementaires et dégager des perspectives. Modibo Marikou. Les membres des organes parlementaires maliens face à leurs homologues burkinabés. L'exercice en séance de travail en lui-même magnifie la diplomatie parlementaire entre nos deux pays. Il montre aussi la volonté de nos deux pays confrontés aux mêmes défis sociopolitiques et qui ont besoin de cheminer ensemble pour les relever. Nous avons parlé de comment renforcer cette intégration des peuples africains dans la mesure du possible. Il a été également question des actions coordonnées pour lutter efficacement contre le terrorisme qui ravage les deux pays. En plus de cela, nous soutenons les actions de nos plus hautes autorités. Donc la visite s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Dans un premier temps, les membres de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Burkina Faso ont rencontré respectivement leurs homologues de la Commission des affaires étrangères des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Et dans un second temps, c'est de la Commission de défense et de la sécurité intérieure du CNT. Le but est de s'imprégner de part et d'autre des bonnes pratiques et des expériences de travail au sein de ces deux commissions. Les attentes sont nombreuses. Je peux citer entre autres le renforcement de la coopération entre nous et le Burkina Faso, entre les deux parlements, le renforcement de nos capacités, autant que nous recevons d'eux, autant ils reçoivent de nous. Et ça se pose comme un exemple de coopération dans la sous-région. C'est un partage d'expérience qui va aussi renforcer notre façon de faire en matière de défense et de sécurité. Le sort du Burkina Faso et du Mali, nous avons le même sort. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à regarder dans la même direction comme les enfants de même père et de même mère. Alors, le sort qui nous est réservé, nous devons aujourd'hui vivre ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons quand même nous donner la main pour faire face à cette insécurité qui nous a été imposée. Et cet exercice mutuellement enrichissant sera sanctionné par des recommandations qui serviront de boussole pour nos deux organes parlementaires en vue de relever les défis qui assaillent nos deux peuples. Cette nouvelle, les autorités de la transition burkinabé témoignent leur gratitude aux autorités
malienne. Le président de la transition du Burkina Faso, à travers son état-major général des armées, a décoré aujourd'hui le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Le général de division Oumar Diarra. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alouboua Diarra et le colonel Adama Bagayougo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Réunion technique ce matin des groupes de travail du Mali et de la MINUSMA sur la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative au retrait de la MINUSMA du Mali. Parmi les sujets abordés en détail, l'évolution de la première phase du processus de retrait et les préparatifs de la deuxième phase. Nohom Sissoko. Le processus de retrait de la MINUSMA se poursuit normalement et conformément au chronogramme établi. C'est ce qui ressort de la réunion technique entre la MINUSMA et les groupes de travail chargés de la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative au départ des forces onusiennes du Mali. La rencontre a procédé à une évaluation minutieuse de la première phase du processus de retrait et d'autres aspects y afférents. Nous venons de conclure la première phase du processus de retrait. De nos échanges, nous avons pu comprendre que cette phase s'est véritablement bien passée parce que vous savez qu'il y a 4 bases qui ont été rétrocédées à l'État malien. Mais également, nous avons évoqué les difficultés que nous avons constatées, et notamment sur les questions environnementales, les visites de terrain, et pour lesquelles véritablement des mesures ont été prises. Il y avait lieu également d'échanger pour pouvoir bien préparer la seconde phase, parce que la seconde phase va commencer officiellement le 1er septembre, mais c'est beaucoup plus vers mi-septembre, à partir du 15, qu'il y aura encore le transfert d'autres camps à l'État malien, ce qui va s'étaler jusqu'au 31 décembre. Et à partir du 1er janvier maintenant, ça va être ce qu'on appelle la phase de liquidation. Donc de manière générale, je peux dire qu'aujourd'hui, le processus se passe bien. À la MINUSMA, tout porte à croire que le retrait s'effectue à la satisfaction de toutes les parties et que les efforts vont se poursuivre pour mener le processus à son terme. Tous les problèmes qui ont surgi dans la première phase ont été discutés pour établir des meilleures pratiques et tirer des leçons qui vont améliorer et rendre encore plus harmonieux la deuxième phase. Donc une deuxième phase qui s'appuie donc sur les leçons de la première avec le transfert des 4 camps, la rétrocession aux autorités civiles maliennes et le programme qui a été confirmé, affiné pour la deuxième phase. Les deux parties sont résolument déterminées pour une mise en œuvre conforme au plan de retrait dans le délai imparti. Présentation par la HAC et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux du rapport de monitoring de l'inclusion des jeunes dans les programmes de chaînes de télé. Un rapport de plus de 20 pages qui met en lumière un certain nombre de données sur une dizaine de télévisions au Mali. Boubacar Bablin Touré. Après la tenue d'un atelier sur l'état des lieux en matière d'inclusion des jeunes dans les programmes des médias audiovisuels au Mali, l'heure est à la présentation du rapport de monitoring issu du dit atelier aux responsables des médias. Ce rapport de plus d'une vingtaine de pages vise à attirer l'attention de ces responsables d'organes de médias pour l'amélioration de l'inclusion des jeunes dans les programmes des médias, en l'occurrence la télé. Le rapport est produit par la Haute Autorité de la Communication HAC en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES sur financement de l'USAID. Cette initiative a commencé par le développement d'un ensemble d'indicateurs dont se sert le Centre de monitoring et de contrôle des médias de la HAC pour produire des rapports périodiques sur l'état des lieux en matière d'inclusion des groupes vulnérables dans les programmes des médias au Mali. Le document en question se focalise sur les données d'une dizaine de chaînes de télé. Des données en rapport notamment avec le pourcentage des jeunes qui interviennent dans les programmes de télé en fonction des langues et les types d'émissions, la fréquence des présentations des jeunes, les qualités des jeunes qui participent au débat. Ce rapport, pour moi, c'est important à double titre.
D'abord, ça nous permet d'interroger le grand maximum de la jeunesse malienne pour qu'ils donnent leur point de vue sur la vie de leur pays, sur leur activité, sur tout ce qui se passe à travers le Mali. Mais aussi, nous qui sommes au niveau des médias audiovisuels, ça nous encourage à accorder vraiment une importance capitale à cette couche juvénile en les confiant des responsabilités au sein de nos différents médias. Le constat du faible niveau d'inclusion est bien perceptible, au-delà du rapport objet du présent atelier. Aussi, en vue de rassurer les uns et les autres, s'agissant des constats du rapport, je m'empresse de vous dire que ce faible niveau d'inclusion des jeunes n'est pas l'apanage de la presse, encore moins des télévisions concernées par le rapport de monitoring. S'il en est ainsi, il n'en demeure pas moins, cependant, que la presse, notamment audiovisuelle, a un rôle capital à jouer pour le changement. Cet atelier de présentation du rapport de monitoring de l'inclusion des jeunes dans les programmes des chaînes de télé a regroupé, outre les délégués de la HAC, les responsables des médias de 5 régions du Mali et du district de Bamako. La direction générale de l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM, informe l'opinion que des individus mal intentionnés associent les images de certains de ses présentateurs et animateurs ainsi que son logo à des publications et publicités sur les réseaux sociaux relatives à des prétendus médicaments contre le diabète et autres produits de beauté. La direction générale de l'ORTM dénonce ces pratiques indignes et se réserve le droit d'engager des actions appropriées contre les auteurs. Supercoupe colonel Assimi Goïta Koulikoro 2023, au-delà du terrain, c'est aussi l'humanitaire. Cette journée de mardi repos pour les équipes a été une occasion de prêter main forte à 200 familles vulnérables. La donation s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. 200 familles vulnérables, des orphelinats et les élèves de l'école des Sourmiers sont les bénéficiaires du don du président de la transition. Cette remise de vivres, composée de riz, de mil, de pâtes alimentaires et de bidons d'huile, a lieu en marge de la Supercoupe colonel Assimi Goïta à Koulikoro. La Supercoupe colonel Assimi Goïta, c'est un ensemble, c'est un tout. Il y a les visites touristiques, des sites touristiques de Koulikoro. Il y a aussi les soirées culturelles à l'endroit des délégations. Il y a aussi des actions humanitaires de ce genre. C'est pour dire que la Supercoupe Assimi Goïta, c'est un facteur de développement, c'est un facteur de paix, de cohésion, d'entente et d'union. Ce geste du président de la transition s'inscrit dans ses œuvres humanitaires pour le bien-être de la population et surtout en cette période de soudure. La présente donation illustre et confirme parfaitement l'engagement des autorités de la transition à œuvrer pour l'intérêt supérieur des Maliennes et des Maliens, consolide la résilience et réconforte la population dans le sentiment d'appartenir à un pays où la solidarité n'est pas un slogan vide de sens. Personne n'est resté en marge de la Supercoupe du président de la transition. C'est pour dire merci, ce n'est pas une offrande qu'on fait à la population, mais c'est pour leur dire merci de les accompagner en cette période de grande pluie. Le président sait la difficulté que les populations ont en ce moment. C'est pour cela qu'il a témoigné sa solidarité envers tout le monde. Satisfaits de la donation, les bénéficiaires et les élus communaux n'ont pas tari de loges et de bénédictions pour le président de la transition et pour le Mali. 83 tonnes de vivres au profit de 364 ménages de Ber dans la région de Tombouctou, une donation du commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Le geste est hautement salué par les populations. Elles n'ont pas manqué de saluer le professionnalisme des femmes dans leur action de tous les jours depuis leur arrivée à Ber. Idrissa Goulou Sissoko. L'opération 2023 de la distribution alimentaire gratuite du commissariat à la sécurité alimentaire et le plan de mobilisation des acteurs pour soutenir les déplacés internes de la région de Tombouctou est lancé. Cette opération concernera toutes les communes de la région pour plus de 3006 tonnes de vivres. La cérémonie de lancement a concerné les populations déplacées de la préfecture de Ber à Tombouctou. En effet, suite aux derniers événements survenus dans cette localité, les populations se sont réfugiées dans beaucoup de contrées. Elles ont été recensées et prises en charge par les services techniques de l'État et les humanitaires. Face à cette situation humanitaire, le gouverneur de la région a créé un cadre de concertation avec les acteurs humanitaires, les services techniques,
Et c'est dans ce cadre que plusieurs rencontres sont tenues. Et pour faire en sorte que les populations puissent être assistées. Les populations déplacées de Ber à Tombouctou, au nombre de 364 ménages, vont bénéficier de 36 tonnes 400 kg et celles restées sur place bénéficient de 33 tonnes, d'où la satisfaction des responsables. Ils se réjouissent aussi du professionnalisme des FAMA dès leur arrivée sur place. Je voudrais aussi remercier les partenaires au développement qui n'ont pas manqué à l'appel vraiment pour venir vraiment nous assister. Vraiment, nous remercions l'armée malienne d'abord, vraiment de reprendre la situation au niveau des Ber. Et nous les remercions que vraiment là où ils sont partis, je témoigne moi en tant que maire de Ber que vraiment ils ont fait vraiment un travail vraiment militaire, vraiment du Mali. C'est vrai, les balles tuent. Il en est de même pour la faim et la soif. Cependant, monsieur le gouverneur, le chagrin et le non-accompagnement font plus de ravages. Ce chagrin dévastateur, nous ne l'avons pas connu ici à Tombouctou pendant ces jours. Et c'est grâce à vous et à ces braves responsables qui vous accompagnent. Au nom des populations de la région de Tombouctou, nous disons un grand merci au président de la République, à son premier ministre, à son gouvernement et au chef de l'exécutif régional et ses collaborateurs qui nous assistent de jour comme de nuit. Et nous aussi, nous disons que nous ne craignons pas nos FAMA. Nous savons que notre armée est là pour nous. La promptitude des autorités nationales face à cette crise est saluée par l'autorité régionale qui n'a pas manqué d'appeler les humanitaires à se manifester très rapidement. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui ont bien voulu répondre au cri de cœur des populations à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. La réponse du gouvernement a permis la tenue de cette cérémonie de distribution de 83 tonnes de riz aux populations déplacées et vulnérables de Ber sur les 3006 tonnes de céréales au titre du plan national de réponse par la distribution alimentaire gratuite de céréales. Le gouverneur a appelé les populations à soutenir les FAMA et qu'elles soient des vectrices d'une saine complicité dans le vaste chantier du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, gage d'un vivre ensemble harmonieux. La cérémonie a été mise à profit pour présenter l'homonyme du colonel Assimi Goïta, dont les parents sont ressortissants de Ber, des trousseaux et qui ont été remis à sa famille par les autorités régionales. Lancement à Taodéni du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. La nouvelle région est concernée par la composante 3 du PAFEM qui se focalise sur les activités génératrices de revenus et les travaux publics à haute intensité. Chirfou Moulaïdra. Le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, est l'une des réponses à la crise multidimensionnelle au Mali. Le projet ainsi lancé à Taodéni porte à la fois sur les dimensions humanitaires, paix et développement. À travers ce projet, qui est une initiative du gouvernement de la République du Mali, avec la Banque mondiale, en vue d'assurer la promotion de l'entrepreneuriat, soutenir les jeunes et les femmes en situation de crise, mais aussi faciliter l'accès au financement des MPME. Ça nous va droit au cœur et nous croyons que c'est le début du commencement et nous souhaitons que les gens qui sont au devant de cette activité et qui feront le suivi, ils travaillent avec toute transparence et qu'ils veillent à ce que les bénéficiaires choisis vraiment soient touchés. La composante 3 du PAFEM concerne les régions durement touchées par la crise au centre et au nord. Elle vise à promouvoir l'accès au financement, à l'entrepreneuriat et à l'emploi des populations vulnérables de Taodéni. La première sous-composante a pour objectif d'apporter un appui au développement d'activités génératrices de revenus AGR. Il s'agit d'aider à la création de petits projets pour soutenir les revenus des cibles et ceux de leurs ménages. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que qui êtes les acteurs, vous allez cibler vous-même les communes, vous allez cibler les villages et fractions qui vont bénéficier de ce projet. Et c'est un projet que je trouve très utile. Les femmes et les jeunes sont les principaux bénéficiaires de ce projet financé par la Banque mondiale.
En troisième région, les préoccupations des services techniques des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala sont au centre d'une rencontre de 2 jours dont les travaux ont débuté ce mardi. Un cadre initié par le gouverneur des 3 régions avec l'accompagnement de Mercy Corps à travers son projet Beni Bassigui. Moustapha Doumbia. C'est un cadre interrégional d'échange initié par les gouverneurs des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Il s'agit au cours de cette rencontre de réfléchir sur les préoccupations des services régionaux. L'initiative bénéficie de l'accompagnement du projet Beni Bassigui, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Mercy Corps. Au vu des différentes interactions, la question de collaboration et des synergies d'action entre les services techniques apparaît comme un défi majeur à relever pour les plus hautes autorités. Toute chose qui témoigne de la nécessité d'y apporter une réponse adaptée. Ces cadres qui suscitent beaucoup d'espoir auprès des populations des 3 régions, Sikasso, Bougouni et Koutiala, est marqué par une volonté sans cesse renouvelée des autorités administratives et politiques de ces régions de faire, d'une part, le point de l'ensemble des contraintes qui entravent le fonctionnement des circonscriptions administratives créées suite à la réorganisation territoriale et d'autre part, trouver les solutions idoines afin d'amorcer une vision partagée du développement basé sur un climat de paix et de concorde sociale. À l'ouverture des travaux, les gouverneurs des régions de Bougouni et Koutiala ont respectivement rappelé les principes qui guident l'action gouvernementale et les attributions du gouverneur. Seuls nous pouvons aller vite, mais ensemble nous allons aller loin. Jusqu'à preuve contraire, ces 3 régions sont liées sur des valeurs séculaires qu'un seul crayon de papier ne peut séparer. Donc à nous de nous entretenir pour voir le 3e principe de l'action gouvernementale à mettre en œuvre, c'est-à-dire l'intérêt des populations qui se trouvent dans nos circonscriptions. C'est la même population qu'on rencontre à Sikasso et c'est la même population qui se trouve en même temps à Bougouni et à Koutiala. C'est le Mali, tout court. Cette rencontre est à l'avantage de nos populations. Le cadre interrégional d'échange qui dure 2 jours enregistre la présence des services techniques. En prélude à la rencontre, les gouverneurs de Sikasso, Bougouni et Koutiala ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités. Nous restons à l'intérieur du pays, près de 4 milliards de francs CFA. C'est le budget 2023 de l'Université de Ségou. Information reçue à l'issue du 13e conseil ordinaire de la structure. Ce budget et bien d'autres documents sont soumis à l'appréciation des administrateurs. Honoré Tchenou. Pour cette 13e session ordinaire de l'Université de Ségou, les administrateurs examinent entre autres documents le compte rendu du procès verbal de la dernière session, le rapport annuel de performance 2022 et celui de 2023. Courant l'année 2022, plusieurs projets inscrits au programme sont réalisés. Sur le plan académique, la publication des résultats définitifs de l'année universitaire 2020-2021 et l'exécution des cours au titre de l'année 2021-2022. À plus de 90%. En termes de publications et communication scientifique, au cours de l'année universitaire 2021-2022, l'Université de Ségou compte 54 publications scientifiques. Ces œuvres sont les produits de 42 anciens chercheurs de l'Université de Ségou. Malgré ces réalisations faites, des défis restent encore pour l'Université de Ségou. Sur le plan académique, le défi reste énorme pour atteindre les objectifs de performance que nous nous sommes fixés. Il est important que ce retard accusé dans les calendriers académiques soit vraiment résorbé. De véritables progrès ont été enregistrés. Je voudrais ici, par ma voix, faire l'écho du vœu cher de toute la population de Ségou de voir ce joyau d'être le fleuron de l'excellence et de la connaissance. S'agissant du budget, il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de près de 4 milliards de francs CFA. Ce budget connaît une diminution d'un peu plus de 100 millions par rapport à l'année 2022. Une diminution qui s'explique par plusieurs facteurs, dont la réduction du budget propre de l'Université de Ségou et la non-exécution de certains programmes et projets.
Les jeunes de Bougouni étaient réunis à Koumantou dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée, marquée par plusieurs activités citoyennes, était parrainée par le directeur général des aéroports du Mali, Jafar Aïdra. Cette journée internationale de la jeunesse délocalisée à Koumantou dans la région de Bougouni a regroupé plus de 200 jeunes venus de tous les cercles. Ces jeunes ont échangé sur le thème retenu cette année par la jeunesse de la région qui est soutien total aux autorités de la transition, le civisme et la citoyenneté. Rassembler cette jeunesse-là autour des activités de développement, des activités culturelles et sportives pour que ces jeunes-là puissent à leur tour relayer les messages à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là. Permettez-moi de vous féliciter, mais surtout vous remercier pour la grande mobilisation, témoignage de votre engagement sans faille pour la refondation de notre bien commun, notre nation, le Mali. Je vous exprime ma vive reconnaissance pour tous les efforts consentis en faveur de ce combat noble. Au cours de 2 jours d'échange, les jeunes ont renforcé leurs capacités sur la valeur et la notion, sur la citoyenneté et le civisme, valorisé l'émergence d'un type nouveau de citoyen malien, patriotique, responsable, compétent, conscient de son rôle sur toutes les questions d'intérêt national, entre autres. À travers le renforcement de la sécurité, la promotion de la santé, le développement économique et social, les efforts dans le domaine de la création de l'emploi, les autorités de la transition ont prouvé à la population que le changement est possible. Elles comptent sur l'engagement de la population en général et de la jeunesse en particulier afin de relever d'autres défis. À noter que parmi les activités menées par les jeunes, une plantation d'arbres a été faite pour répondre au thème choisi par les Nations Unies en 2023, à savoir compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. La Maison des aînés de Bamako a servi de cadre à un atelier de formation et de sensibilisation pour la mise en place d'un système global standard GS1 au Mali. Il s'agit d'un moyen de sécurisation à travers des codes-barres des produits maliens exportés. Une rencontre organisée par l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali, avec l'accompagnement du PNUD. Awa Adaman Koulibaly. L'or, le coton, le bétail ainsi que les produits agroalimentaires sont entre autres produits exportés par le Mali. Aujourd'hui, le pays peine à tirer profit de son appartenance aux communautés économiques régionales, de même que de ses préférences commerciales. Parmi les causes de cette faible performance figure l'absence des codes à barres sur les emballages. Ce système-là existe depuis 50 ans. Le système de code à barres donnera aux entreprises utilisatrices l'accès à un système international au standard globalement reconnu pour identifier les produits et services dans la chaîne de distribution et de professionnaliser la commercialisation des produits. L'acquisition d'un système global standard GS1 serait une grande opportunité pour le Mali de faire partie d'un réseau d'experts en la matière. Le PNUD a noué un partenariat avec l'APES pour travailler sur l'ensemble des incitatifs et de l'environnement, l'écosystème qui permettra aux exportateurs de pouvoir accéder de manière efficace et durable au marché extérieur. Un soulagement pour les transformateurs maliens. Ils éviteront ainsi l'utilisation des outils de traçabilité des pays voisins. Un produit sans traçabilité actuellement, sur le marché international, c'est très compliqué. Nous sommes obligés de passer par d'autres pays. Ça ne met pas en valeur la visibilité des produits maliens, parce que ce sera comme si c'était des produits fabriqués au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Les parties prenantes ont en vue la création très prochaine de l'association de GS1 Mali, qui aura la charge de la gestion et de la délivrance des codes-barres au Mali. Une centaine de femmes à suivre dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali une formation en technique de respect des normes hygiéniques au sein de leurs entreprises respectives. Le but est de faciliter une commercialisation des produits transformés made in Mali. Boubacar Kanouté. L'autonomisation des femmes au cœur de la politique de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Elle monte au créneau pour appuyer la gente féminine à mieux monnayer son talent et quitter le secteur informel avec en toile de fond le respect des normes édictées, comme l'hygiène au moment où la mondialisation et la globalisation sont une réalité, avec laquelle il faut compter. Ce présent atelier concerne les femmes transformatrices des produits locaux. Elles seront outillées pour mieux promouvoir le secteur.
seulement 10% des femmes exercent dans l'entrepreneuriat formel au Mali. Pourtant, il existe un énorme potentiel qui mérite d'être accompagné. Pour construire une trajectoire de développement, il faut créer une situation pour aider les femmes à moderniser leurs activités. Formalisation, financement, formation et accompagnement. Il faut un vrai engagement de la part de l'État. Une économie où le secteur primaire joue un rôle prépondérant nécessite le renforcement au quotidien, surtout quand il est question de labellisation et de la professionnalisation du domaine. Le développement du secteur primaire devrait non seulement permettre la réalisation de la sécurité alimentaire, voire la souveraineté alimentaire, mais également soutenir le secteur secondaire en lui fournissant les matières premières de base. La transformation et la bonne commercialisation de ces matières premières contribueront sans doute au développement économique. Cette tribune a été mise à profit pour informer ces femmes transformatrices sur la tenue le 14 octobre 2023 de la semaine commerciale qui accorde une place de choix à la valorisation des produits locaux. Les responsables du collectif pour la refondation du Mali, Korema, ont animé une conférence de presse pour apporter leur soutien au peuple nigérien et lancer un appel au président des pays de la CEDEAO de relire les textes de base de l'organisation sous-régionale pour qu'elle soit une organisation de peuple et non de chefs d'État. Daouda Kone. Le collectif pour la refondation du Mali, Korema, à travers ce point de presse, déclare son soutien au peuple du Niger et lance un appel à la création d'une CEDEAO des peuples. Nous voulons que nos différents chefs d'État du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée, peut-être d'autres pays, lancent un appel pour un sommet extraordinaire imminent de la CEDEAO. Pour que personne ne soit exclu à ce sommet, pour que les textes fondamentaux puissent être revus et que la CEDEAO puisse être à l'image des peuples. Le Korema dit préparer d'autres actions pour que le panafricanisme soit une réalité pour le développement de l'Afrique. Cette rencontre également, c'est pour dans les jours à venir inviter devant la justice internationale les pays qui sont responsables de la destruction de la Libye. Car nous sommes restés bras croisés face à l'attaque de la Libye, dont nous sommes en train de faire les conséquences. Et les autorités maliennes ont bien réfléchi à ne pas avoir d'autres conséquences d'attaque de notre pays. Donc le soutien au peuple du Niger, c'est un soutien à la souveraineté des peuples africains. Et reconnaissant, le président des jeunes Nigériens au Mali salue l'initiative. Salue le courage et le bravoure du peuple nigérien de la défense de la patrie et remercions tous les panafricains pour leur soutien au peuple du Niger. Pour une fois de plus, je remercie le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. L'entonnement du deuxième couplet de l'hymne national du Mali qui parle plus de l'éveil de l'Afrique a été un pan de cette conférence de presse du Korema. Rétisser la conversation, c'est l'intitulé du nouveau projet qui vient d'être lancé ici à Bamako par l'association Culture en Partage. Ce programme qui sera exécuté pendant 3 ans bénéficie du soutien financier de l'Union européenne pour environ 30 millions de francs CFA. Batraoré. La culture comme vecteur de cohésion sociale et de promotion de la paix. C'est désormais la stratégie que va développer l'association Culture en Partage. C'est à travers le projet Rétisser la conversation, une initiative qui bénéficie du soutien de la délégation de l'Union européenne pour environ 30 millions de francs CFA pendant 3 ans. Nous avons un outil qui pour nous est une œuvre artistique, le numéricar. Le car équipé de casque VR, de compartiment bibliothèque numérique et un compartiment voyageur qui programme de faire une tournée nationale. D'abord à Bamako, après à l'intérieur du pays, comme son nom le dit, pour rétisser la conversation entre les Maliens. Nous comptons véhiculer des messages de paix et de vivre ensemble. L'implication de la jeunesse malienne dans cette lutte, la lutte pour la paix et la cohésion sociale. Nous comptons aller en région de Sikasso, la région de Ségou et la région de Mopti. C'est un projet formidable parce qu'on allie à la fois la technologie et la tradition. Donc le but, c'est la culture qui vient auprès des jeunes et qui leur permet après
de discuter, de faire des grains entre eux s'il faut, pour apporter les nouvelles connaissances qu'eux, ils ont acquis dans le bus et inviter d'autres jeunes à venir dans ce bus et à profiter des casques de réalité virtuelle, mais aussi de la bibliothèque de savoir numérique. L'espace universitaire de Kabbalah a été choisi pour le lancement du projet. Occasion pour le représentant de l'AIM de saluer l'initiative et de rassurer du soutien de l'association estudiantine. Les productions cinématographiques qui doivent compétir au nom du Mali à la 23e édition du CLAP Ivoire 2023 sont désormais connues. Il s'agit du film documentaire La Calebasse de Daniel Oron et Appel de nuit de Ousmane Samasekou. CLAP Ivoire, un espace promotionnel pour les jeunes cinéastes, est prévu du 4 au 9 septembre prochain. Alpha Maïga. Cette projection de film est consacrée aux résultats du concours CLAP Ivoire 2023. Il est ouvert aux jeunes réalisateurs de l'espace UMOA. Ils étaient au total 17 candidats à postuler. La Calebasse, un documentaire, et Appel de nuit, une fiction, sont primés par le jury. Quand vous regardez dans les temps anciens, il y a ces objets qui, la besace, le malaxer et autres et consorts, ils étaient tous là, mais la Calebasse n'est pas revenue vraiment à rester indispensable, vivre son utilité dans notre société. Le film fiction Appel de nuit parle d'un grand-père dévoué et patriote qui, a sacrifié tous ses enfants pour le maintien de la paix au Mali. Et il ordre son petit-enfant de partir aussi à la guerre pour enfin que la paix revienne au Mali. CLAP Ivoire est un cadre idéal de promotion des métiers du cinéma et de l'audiovisuel auprès de la jeunesse de l'UEMOA. Les critères sont le scénario, l'originalité du film, les costumes et décors, les accessoires, la qualité du son, la qualité de l'image. Et ce sont des films de 13 minutes maximum, ce sont des courts-métrages. Ainsi, il faut que cette jeunesse fasse du cinéma un moyen d'expression et de lutte contre la pauvreté, mais aussi et surtout de lucarne pour la créativité. L'édition surpassée, le Mali a remporté le Grand Prix. Et cette année, avec la qualité des films que nous allons présenter, nous aurons gain de cause. Le Centre national de la cinématographie est très satisfait de la qualité des œuvres. CLAP Ivoire 2023 est prévu du 4 au 9 septembre prochain. Une manifestation annuelle qui est et demeure une meilleure compréhension mutuelle des peuples à travers le cinéma, 7e art. Mamoudou Touré dit Bavier a été réélu par les acteurs du football malien à la tête de la Fédération malienne de football ce mardi à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective de l'instance suprême du football malien. Seul candidat en lice, Mamoudou Touré, garde son fauteuil avec 61 voix sur 63 et non 80 comme annoncé dans les titres. Aridou Matina. À l'issue du dépouillement, 61 délégués ont voté pour la liste dirigée par M. Mamoudou Touré, ce qui fait environ 96,82% des voix exprimées. La commission électorale déclare officiellement la liste Mamoudou Touré élue. Mamoudou Touré Bavier se succède à la tête du football national. Seul candidat en lice après l'invalidation de la candidature de Salah Babi par la commission d'appel des élections, le président sortant lors de cette assemblée générale extraordinaire élective est réélu par les acteurs du football malien pour un nouveau mandat de 4 ans. Mandataire de la liste de Mamoudou Touré Bavier, Toubaï Koné, au sortir de la victoire, avec humilité, en appelle l'ensemble des acteurs pour faire face aux défis. L'élection de cette équipe fédérale ne signifie ni la victoire d'un camp, ni la défaite de l'autre. Elle traduit plutôt le triomphe des principes démocratiques qui gouvernent notre football. Cependant, nous nous empressons de le souligner. Bavier et son équipe ne sont pas ses vainqueurs triomphalistes. C'est pourquoi nous nourrissons l'espoir que nos frères de l'autre côté vont nous rejoindre bientôt pour qu'ensemble,
nous bâtissions le football malien de demain. Les participants à cette assise étaient les délégués des 9 ligues régionales, les délégués des 16 clubs de première division, ceux des 9 clubs champions de deuxième division et les délégués des 3 groupements sportifs, ce qui fait 80 voix. Et en la matière, il faut avoir 41 voix pour être président. Nous sollicitons le rassemblement de tous les acteurs du football malien. Aussi, c'est le lieu de dire à nos délégués que nous avons compris leur vote massif à notre faveur et leur message. Nous remercions nos autorités pour leur accompagnement permanent et nous continuons de compter sur elles pour le bonheur de notre sport Oura. La présente Assemblée générale extraordinaire élective revêt une importance capitale pour la CAF et la FIFA qui étaient représentées par 5 personnes, dont le premier vice-président de la Confédération africaine de football, le Sénégalais Maître Augustin Senghor. Au nom du président Gianni Infantino, au nom du docteur Patrice Motsepe, président de la CAF, vous dire un grand merci. L'image que le football veut donner au monde entier, c'est une image de rassembleuse, une image de rapprochement, une image de fraternité, de sportivité, et c'est ce que nous avons vu ici. En ce jour mémorable du 29 août 2023, la famille du football malien fait de nouveau face à son destin. Elle saura transcender ses dissensions internes pour se donner les moyens de porter la confiance sur des femmes et des hommes qui traceront de nouveaux sillons menant au renouveau du football de notre pays. Présidé par les autorités sportives à travers la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, la DENSEP, au nom du ministre en charge des sports, se félicite de sa collaboration avec la FEMAFOOT. Les synergies entre la Fédération malienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, sont fortes et nous sommes résolument engagés à poursuivre nos efforts de collaboration pour le bonheur du football. Le gouvernement du Mali veillera en ce que le concerne au respect des textes. Les travaux se sont déroulés dans un climat serein et convivial et le chrono tourne désormais pour la liste de Mamoudou Touré Bavier en termes d'action pour le développement du football malien. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.